Alors en fait, comment ça s'est passé? Nous avons réuni notre équipe, les 29 personnes qui étaient sur la liste en 2010. Voilà. Et globalement, chacun s'est exprimé pour exprimer ce qu'il voulait pour le prochain mandat. Et une majorité s'est dessinée pour dire que Gérard ne devait pas se représenter parce que on considérait, un certain nombre de personnes considéraient que, en fait, avec les enjeux qu'il y avait à lancer sur la commune, son âge était rédhibitoire. Aujourd'hui, pourquoi on vous définit comme le personnage incontournable de la mairie? Ah, je n'en sais rien, parce que peut-être, comme je tiens les cordons de la bourse, je gère ça. Et puis aussi, c'est peut-être parce que, en fait, je suis élu depuis 1995 au conseil municipal. Donc, j'ai une certaine expérience, voilà. Il a raison, Abou, quand il dit ça. Parce que quand on parle de vous, on dit, c'est toujours un président bis. Ce n'est pas le président, mais c'est le président bis. On sent que c'est quand même, vous êtes un élément incontournable dans le système, pas seulement du fait que vous tenez la bourse. C'est vrai qu'en tenant la bourse, ça vous rend un peu plus incontournable. Mais on a le sentiment aussi que vous êtes le cerveau politique de la réflexion. Bon, non, je ne pense pas que je sois un cerveau politique. Ce que j'ai toujours essayé de faire en m'engageant en politique, d'ailleurs, mon engagement a été un peu bizarre. Il a été bizarre, c'est-à-dire qu'on est venu me chercher. J'ai travaillé, comme quand je m'engage quelque part, de toute façon, j'ai de l'énergie, donc j'essaye de la mettre au service des autres. En fait, lors des élections de 95, je ne devais pas être éligible. Et puis, suite au travail d'équipe, on m'a demandé d'être 5e sur la liste. Et puis, par hasard, au plus fort reste, j'ai été élu. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de complètement... Oui, à l'époque, dans l'opposition, oui. En fait, j'étais là pour... c'est toujours mon idée, c'est... on est là pour servir, on est là pour essayer de trouver des solutions pour la population. Et si possible, les meilleures solutions possibles. Voilà. Alors, on va parler directement des choses qui fâchent, puisque le temps avance. Monsieur Raspo, tout à l'heure, évoquait la construction... Monsieur Lazeran. Monsieur Lazeran, pardon, veuillez m'excuser. Monsieur Lazeran parlait tout à l'heure des constructions de logements sociaux qui posaient problème à Epaulnes. Il a parlé d'une pétition, il a parlé de plus de 400 personnes signataires. Vous répondez quoi à cela? Et puis ensuite, il y a une seconde question qui va découler naturellement de la première, c'est que est-ce qu'aujourd'hui dans ce pays nous sommes en capacité d'avancer, ou est-ce que tout ce qu'on met en construction de projets plus ou moins intéressants d'ailleurs doit s'opposer systématiquement à des recours en permanence et qui fait qu'on retourne les choses au calendrier grec? Alors, pour le problème du logement sur Epaulnes, en fait il y a deux points différents. Il y a le projet du Castellet-Ligneux, qui est un projet d'urbanisation normal, qui est lié au plan d'occupation des sols actuel, et qui n'a rien à voir avec le futur PLU, dans lequel, effectivement, nous avons décidé de vendre un actif de la commune, qui est un terrain qui est communal depuis à peu près plus d'une vingtaine d'années, et qui ne sert, entre guillemets, à rien. D'ailleurs, il est fermé la plupart du temps, il y a très peu de gens qui y vont. Et de le mettre à disposition d'un aménageur pour réaliser des logements. Et dans le cadre de la loi SRU et maintenant de la loi Duflot, notre mission en tant que gestionnaire de la commune, c'est de respecter la loi et donc, dans tout nouveau projet, de mettre en œuvre les moyens qui vont bien pour atteindre les fameux pourcentages de logements sociaux. Donc dans le projet, effectivement, nous avons inclus un certain pourcentage de logements sociaux de manière à peu atteindre les 20%. Nous sommes actuellement à 18%. 20% et bientôt 25%. Et effectivement, et dans le cadre du PLU, là c'est la deuxième étape, c'est à l'horizon 2025 atteindre les fameux 25% auxquels la commune doit atteindre, puisque nous sommes en France, il y a des lois, nous devons les respecter. Et vous payez des amendes d'ailleurs là-dessus lorsque vous ne les atteignez pas le seuil des 20% aujourd'hui. Exactement, et ces amendes, on a fait déjà des calculs parce qu'on a reçu des informations de l'État, et
Et elle pourrait, dans un premier temps, être de l'ordre de 50 000 euros cette année, mais pouvoir être doublée, voire triplée, voire quadruplée, ce qui ferait qu'on arriverait au paradoxe qu'on serait peut-être obligé d'augmenter les impôts pour les Épaunois pour payer des amendes parce qu'on ne respecte pas la loi. Ce qui ferait que non seulement on perdrait de l'argent en payant des amendes, et en plus on n'aurait pas l'argent pour investir dans la commune pour servir les Épaunois. Justement, les impôts, vous les augmenterez durant votre mandat? Alors, actuellement, avec donc cette année, en 2014, les taux ne vont pas augmenter. Parce qu'on a toujours de l'autofinancement. Mais la perspective montre, avec les différentes lois de finances, que de toute façon, à terme, et peut-être déjà dès l'année prochaine, nous serons amenés à les augmenter en liant cette augmentation à des projets, en toute transparence vis-à-vis de la population. Alors on va parler des projets, puisque vous me tendez la perche. Quel projet voyez-vous et comment voyez-vous Épône en 2020? Alors, nous avons travaillé depuis à peu près 1 an et demi avec un cabinet d'urbanisme pour essayer de définir justement la meilleure solution ou un but à atteindre en 2020, 2025 ou 2030 en fonction des finances. Ce projet tient compte des problématiques actuelles d'Épône, dans lesquelles on a des problèmes en centre-ville de parking, de circulation, et de traversée même du centre-bourg en voiture, ce qui oblige ou ce qui fait que peu à peu notre centre-ville dépérit et nos commerçants qui sont encore dans ce centre-ville ont de plus en plus mal à vivre. Donc l'idée, c'est d'essayer de développer ce centre-ville de manière intelligente, avec un vrai projet à faire étape par étape pour résoudre, si faire se peut, l'ensemble de ces problématiques. Et la première étape, c'est les écoles. En parlant de commerce, l'ancienne maison de la presse. Alors, l'ancienne maison de la presse, effectivement, ce commerce a fermé parce que le commerçant ne pouvait plus vivre. Vous avez lancé un appel à projet en septembre dernier. Tout à fait. Nous avons racheté le commerce parce que le propriétaire voulait le transformer en habitation. Donc nous avons racheté le commerce, nous avons lancé un appel à projet et actuellement nous sommes en train de le réhabiliter pour ouvrir un commerce qui tourne autour de la couture et la mercerie. Il y a une jeune épaunoise qui a monté tout un dossier pour lancer ce type de commerce. Mais le type d'activité, ça ne concernait pas un commerce de bouche à l'époque? Non, il y avait. Enfin, quand on a fait l'appel à projet, on a reçu 4 ou 5 demandes d'informations dans lesquelles il y avait ce commerce, là, le commerce dont je viens de vous parler, plus 3 personnes qui voulaient reprendre et recréer une maison de la presse. C'est les dossiers qu'on a reçus. Et en fait, en dossier véritable avec plan financier, etc., un seul dossier a été réellement remis en mairie. Alors, je vais quand même revenir sur ma question initiale. Oui. Comment vous voyez Épône en 2020? Alors, en 2020, votre mandat se terminera en 2020. En 2020, Épône aura autour de 6500-6700 habitants. Pas beaucoup plus qu'actuellement. En fait, 200 de plus qu'actuellement à peu près. Ensuite, j'espère bien qu'il y aura en centre-ville une nouvelle maternelle, une nouvelle école primaire et une ébauche de la future organisation permettant de résoudre le problème de parking et de circulation dans le centre-ville. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des manifestations, par exemple la rentrée des classes, des manifestations toutes simples. La rentrée des classes le matin, actuellement, c'est un peu une galère parce qu'il n'y a pas assez de place pour les voitures, parce qu'il n'y a pas de place sécurisée pour déposer les enfants, parce que dès que quelqu'un se gare en double fil, c'est la catastrophe, etc., etc. Alors, on reste un peu dans cette projection-là. Vous avez une belle zone industrielle, la zone industrielle d'Épône qui est... La couronne des prés, oui. Oui, et puis même les Ardilles, etc. Oui. Qui se trouve en bordure d'autoroute. On sait que la crise économique étant là, est-ce que vous avez des approches avec d'autres entreprises pour les faire venir à Épône, puisque on sait que par exemple le fournisseur d'Auchan quitte la zone, qui est un gros bâtiment. C'est un bâtiment de 38 mm². Effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'emplois parce que en fait c'était surtout du stockage.
Et il y a 3 propriétaires en fait dans les 3. Le bâtiment est divisé en 3 propriétaires. Et là, vous allez réinstaller quelque chose? Et donc là, pour le moment, en fait, ça va être une des problématiques de transformer ces zones de stockage en activités à plus forte valeur ajoutée. C'est-à-dire? Alors, pour le moment, peut-être du bureau, peut-être des activités de transformation ou autres. Alors, sur cette zone, et en fait sur tout le quartier de la gare, nous avons lancé une étude avec les PAMSA, en fait dirigée par Epone, Mézières et la CAMI, puisqu'en fait la vie économique est aussi une compétence de la CAMI, de manière à essayer de trouver une organisation cohérente avec l'arrivée du RER-E, l'arrivée de la voie rapide, la nouvelle voie qui va arriver du Vexin, de ce qu'on appelle le projet RD 28 à 13. De manière de voir le jour. Hein. Écoutez, j'ai une réunion le 21 mars prochain au Conseil général, justement pour statuer sur le dernier point d'achoppement qui est un viaduc au niveau de la vallée de la Moncian. Et si ce point-là est levé, le projet démarre. Donc non, c'est pas si éloigné que ça. Globalement, ça a un intérêt important parce que ça va permettre de désengorger le pont de Gargenville, qui tous les matins est une catastrophe, tous les matins et tous les soirs d'ailleurs est une catastrophe, et aussi d'organiser tout le quartier de la gare de manière à organiser le parking, faire en sorte que les différentes petites zones d'activité soient plus accessibles et donc plus facilement intéressantes pour des nouvelles entreprises, et dont la couronne des prêts. On va parler de la CAMI, il nous reste encore quelques instants. On va parler, il y a beaucoup de compétences de la CAMI aujourd'hui. Vous avez parlé de l'assainissement, vous avez parlé du vie volet économique. Par exemple, oui. Il y en a d'autres. Oui. Vous avez intégré la CAMI en 2012, 1er janvier 2012. Quel regard vous avez aujourd'hui sur la CAMI et quel regard vous avez sur son fonctionnement avec ses clivages en permanence ces derniers mois? Alors, dernières années, je dirais. Oui. Je dirais que, bon, effectivement, c'est un organisme politique, donc on a des influences politiques des grands partis qui, empêchent par moments d'avancer sereinement. Mais globalement, je rappelle que vous êtes sans étiquette, donc oui, tout à fait. Vous n'êtes pas dans aucun des partis a priori. Non, tout à fait. Et je dirais que j'ai quand même été globalement impressionné par la faculté du Conseil communautaire à se mobiliser pour des projets importants pour l'ensemble de la communauté de Menton-Yvelines. Et d'ailleurs, en plus, Epone disposera de 4 élus d'ailleurs. Oui, 4 élus, tout à fait. Mais Epone en a déjà bénéficié puisque nous nous sommes battus pour avoir une subvention pour notre futur terrain de foot synthétique. La CAMI a participé largement à son financement. Et puis, nous allons aussi développer, dans le cadre de la CAMI, et même sous couverture, ou couverture de la CAMI, d'un ensemble sportif entre le quartier d'Élisabethville et le bourg, autour des sports de vélo, autour du VTT, du BMX. Donc, je dirais que ce que je retiens de ces 2-3 ans, oui, ça fait 3 ans maintenant de la CAMI, c'est une grosse machine, mais les gens arrivent à se parler et arrivent à faire avancer les choses. Donc, j'étais plutôt favorablement impressionné par le mode de fonctionnement, au-delà des clivages politiques, parce que les gens savent quand même se retrouver sur les points importants. Et justement, sur ces clivages, vous en pensez quoi ? Parce que vous n'avez pas répondu sur le côté clivage. Vous avez naturellement répondu sur ce qui vous arrangeait bien. Non, mais clivage. Le côté, écoutez, moi, je pense. Ma philosophie politique est la suivante. Je parle de la politique, la vraie. Intéressant de connaître la vraie politique, c'est-à-dire s'occuper des affaires de la cité, donc des gens. C'est ça la politique. La politique, c'est pas, travailler pour une carrière. Il faut savoir à un moment se mettre en risque et parce que il y a des projets à défendre, il faut avoir des convictions, voilà. Et je dirais que, de mon point de vue, malheureusement aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que peut-être au niveau des élections il y a peu de participation, c'est que le ressenti du Français moyen, c'est que beaucoup d'hommes politiques sont plutôt là pour eux que pour les gens. Et je pense que c'est vraiment quelque chose. Des hommes politiques ?
Ils sont là pour eux? Non, moi non, je suis là pour servir. Servir le peuple. Servir les gens. Les Épaunois déjà. Oui, servir les gens, c'est-à-dire essayer, avec les moyens qu'on a, de faire au mieux possible. En expliquant parfois que ce qu'on demande, ça serait peut-être le paradis, mais c'est pas possible tout de suite. Justement, on va reboucler la boucle, oui. Puisque tout à l'heure je vous parlais de ces histoires d'opposants systématiquement à des constructions. Est-ce que par moment le politique et les politiques que vous êtes ne sont pas lassés face à une opposition, je serais tenté de dire systématique? Alors je pense pas qu'il y ait une opposition. Souvent, le problème, c'est un problème de communication. De communication à deux niveaux. D'abord, peut-être que les gens qui ont exposé le projet n'ont pas été assez loin dans l'explication. Peut-être, et je l'ai vu dans le PLU par exemple, que les gens ne réagissent qu'au dernier moment et ne viennent pas aux premières réunions publiques par exemple, et ont l'air de découvrir à la fin le PLU alors que ça fait 2 ans qu'il y a eu des concertations et autres. Et puis aussi, je dirais que c'est une question de courage, c'est-à-dire que il ne faut pas hésiter, en situation de conflit ou de non-compréhension, à rencontrer les gens, à discuter et à défendre ses positions. Je prends l'exemple des rythmes scolaires. Nous avions fait à EPON, c'est un mauvais exemple, puisqu'il ne dépend pas de vous, les rythmes scolaires. Non, la mise en place. Non, la mise en place, le choix, je voulais dire, le choix du mercredi ou du samedi et le choix de l'organisation. En fait, nous avions fait une sorte de sondage. Auquel les parents ont répondu en disant... Faites attention, les sondages en ce moment c'est chaud. Hein. Oui, auquel les parents ont répondu en disant nous préférons le mercredi, dans leur grande majorité. Et donc, continue. Oui, et donc nous pensions en termes d'organisation que le samedi pouvait être le mieux. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à un moment? On a fait une grande réunion où presque, je pense qu'il y avait plus d'une centaine ou 120 personnes dans la salle Jean Monnet, et où tout le monde a pu échanger, expliquer ses positions, afin de définir en fait le chemin à suivre pour mettre en place des infrastructures pour ces rythmes scolaires. Et je pense que c'est la bonne façon de faire. Merci sur ces dernières paroles, monsieur Delolanier. Vous voyez, je ne fais plus de faute à votre nom. Merci. Merci à vous. Merci la vie. Émission riche et intéressante, dans les deux d'ailleurs, sur la première partie comme sur la seconde. Merci à Laurent pour la technique, merci à Coralie pour le lancement. Et je vous dis, pour ma part, je vous dis à demain dans Face à elle avec mes amis Pierre Cardot et Françoise Noug, avec notre invité Mounir Satouri, candidat sur la ville des Mureaux. Et à la semaine prochaine pour une émission de la dernière heure. Bonne soirée. La dernière heure, votre nouvelle émission politique tous les jeudis à 17h. Une ville, 2 candidats, un débat pour mieux vous faire comprendre les enjeux politiques locaux.